Bonjour à tous, bienvenue dans ORTF. Non, vous ne rêvez pas, non, vous n'êtes pas monté dans une machine à remonter le temps direction l'année 1964. Et non, nous ne sommes pas l'Office de radiodiffusion télévision française. À dater d'aujourd'hui, ORTF, nous l'avons rebaptisé, signifie On the Road to the Future. Et vous assistez à la première émission en direct d'Ouzbek Erika, le média qui explore le futur. Nous sommes bien, et vous le savez, en 2021, et si nous avons choisi de ressusciter l'ORTF, c'est parce que nous estimons avoir des messages à caractère informatif à vous délivrer. Le mois dernier, Ouzbek Erika sortait son dernier numéro. Hop, je l'attrape avec une double couverture. Côté pile, panique dans la pub. Un dossier explorant les multiples crises auxquelles doit faire face le secteur de la publicité. Hop, côté face, je retourne. La renaissance psychédélique des labos de recherche aux start-up de la Silicon Valley, en passant par les mouvements de désobéissance civile et les curieux en mal d'évasion par temps de confinement, les substances psychotropes se démocratisent aujourd'hui à grande vitesse. Ces deux dossiers, vous les avez peut-être déjà lus, fidèles lecteurs que vous êtes, ou alors vous n'avez pas encore entre les mains le nouveau numéro d'Ouzbek Erika, c'est pas bien. Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler du média qui explore le futur, ça peut encore arriver, et c'est peut-être un peu triste, mais peu importe, dans les minutes qui suivent, nous allons vous présenter les deux grands dossiers de ce numéro, avec plein d'invités chamés et pas mal de surprises. Surtout, n'hésitez pas à poster vos questions dans le chat lors de notre causerie sur le futur de la pub. Puis, de notre face-à-face psychédélique, à la clé, on vous promet plein de cadeaux. Des livres sur le psychédélisme, un vinyle de musique psyché choisi avec amour par les meilleurs agents d'Ouzbek Erika et même un print de l'artiste Alicia Reynaud. Voilà pour le menu de ce soir. Et tout de suite, c'est la rubrique historique anecdotique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette rubrique, on a fait le tri dans l'actu, ce dont on se souviendra dans 10 ans et ce qu'on aura potentiellement oublié dans 10 jours. Historique, atterrissage réussi pour Persévérance. Sur Mars, le 18 février dernier, le rover de la NASA a atterri sur le sol de la planète rouge après un voyage de 7 mois et 7 minutes de terreur. Une prouesse qui marque le début d'une mission qui doit durer plusieurs années à la recherche de traces de vie sur Mars. Anecdotique, justement, il fallait être sur Mars pour rater l'interview choc de Meghan et Harry dans un entretien télévisé à la star Oprah Winfrey. La duchesse de Sussex a expliqué que des membres de la famille royale s'étaient inquiétés de la couleur de peau de son fils Archie avant sa naissance. De quoi susciter une belle tempête médiatique, mais pas sûr que ça suffise pour ébranler la monarchie britannique. La reine Elisabeth s'est d'ailleurs déclarée simplement préoccupée par ces accusations. Historique de la prison ferme pour Nicolas Sarkozy dans le procès dit des écoutes. Le président de la République, l'ex-président de la République, a été condamné le 1er mars à 3 ans de prison, dont 1 an ferme pour corruption et trafic d'influence. Il a fait appel, mais c'est la première fois en France qu'un ancien président de la République est condamné en première instance à une peine de prison ferme. Anecdotique, Google renonce aux cookies. Le géant américain s'est engagé à renoncer d'ici 2022 à ces petits fichiers qui traquent et résument le comportement des internautes en ligne. Mais pas d'inquiétude, bien sûr. Google va largement continuer de vous tracer votre comportement, celui des autres internautes, via ses différents services, souvent leaders sur le marché. On pense à Chrome, on pense à Google Maps et on pense à YouTube, bien sûr. Historique, Daft Punk fait ses adieux. Le duo français créé en 1993 par Guy Manuel de Homem Christo et Thomas Bangalter, qui a révolutionné l'électro, a annoncé fin février avec un clip sobrement intitulé « Épilogue », sa séparation officielle. La fin d'une aventure musicale incroyable de près de 30 ans pour les pionniers de la French Touch et beaucoup de tristesse pour nous tous. Anecdotique, Kim Jong-un, le seul, l'unique, élu secrétaire général du Parti des travailleurs. Le 11 janvier dernier, le dirigeant suprême de la Corée du Nord a été élu, à votre avis, à l'unanimité bien entendu, secrétaire général du Parti des travailleurs, dont il était déjà le président. Voilà, une mise en scène qui vise à renforcer l'autorité du leader nord-coréen alors que le pays traverse sa plus grave crise économique depuis la famine des années 1990.
Et vu que nous n'avons pas les yeux partout, on a décidé justement pour cette rubrique historique anecdotique de faire appel à notre communauté, à vous, pour nous aider à veiller sur l'actualité, celle qu'on n'a pas vue passer ou qu'on n'a pas eu le temps de traiter, celle que vous aurez repérée parce que vous avez un œil absolument pointu. Alors on compte sur vous pour devenir nos petits Colombos du web. Ça se passe bien entendu sur ouzbekerika.com dans l'espace publié par exemple ce trimestre. Grâce à vous, et merci, chers lecteurs, on a appris que des scientifiques ont appris à des épinards à envoyer des emails. Et oui, bien sûr. Un hacker a pris le contrôle de ceintures de chasteté connectées pour hommes. Voilà. Et à Marseille, une start-up forme des oiseaux au ramassage des déchets. À Marseille, ça peut être utile, hein. N'hésitez pas à partager vous aussi les infos qui vous ont marqué, articles passionnants, threads génial ou sextape d'un robot sexuel, on prend tout. Et qui sait peut-être qu'on en parlera lors de notre prochaine émission. Et maintenant, place au débat. Et pour cette causerie, je passe le micro au tenancier Blaise Mao, rédacteur en chef d'Ouzbek Erika. Et j'invite à nous rejoindre sur le plateau Mélanie Pennec, directrice de création de l'agence DDB Paris, Gabriel Gauthier, fondateur de l'agence Jésus et Gabriel, et Clément Sénéchal, chargé de campagne pour Greenpeace France, l'une des ONG à l'origine du projet de loi E20 Climat, visant à interdire la publicité sur les produits les plus polluants. La causerie pub, c'est tout de suite. L'âge d'or de la pub est-il définitivement révolu? Alors la question se pose à l'heure où le secteur de la pub traverse une crise profonde. Ou plutôt des crises profondes, des crises multiples sur des fronts très différents. Chute des recettes publicitaires, fermeture de plusieurs agences historiques pendant ces derniers mois, disparition de la figure des madmen, des pubards, un peu ringardisés par une nouvelle génération qui arrive aujourd'hui dans les agences, par aussi les scandales liés aux révélations du mouvement MeToo, et puis évidemment l'urgence écologique qui rend plus que légitime cette question d'un encadrement, voire d'une interdiction de la publicité, de certaines publicités. Rien ne va plus pour les pubards, on va en parler ce soir donc avec nos trois invités. J'en profite avant de démarrer ce débat pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions en direct. On aura du temps à la fin de nos échanges pour remonter plusieurs questions à nos invités. Je voudrais commencer avec vous, Gabriel Gauthier, donc fondateur de Jésus et Gabriel, agence de publicité. On vous a interrogé dans le nouveau numéro d'Ouzbek Erika, dans ce dossier donc, sur les crises multiples de la pub. Et vous nous avez dit ceci: la pub est devenue un milieu de petits bourgeois où il ne se passe plus rien. J'ai dit ça, moi. Ouais. Ah, ouais. Ah oui, c'est même écrit noir sur blanc. Ah, d'accord. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la pub est devenue un milieu de petits bourgeois? Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment dit ça, dans quel contexte. Je dirais que c'est un milieu qui s'est normalisé, ça c'est clair. C'est certainement moins un milieu de bourgeois que ça ne l'était aux origines. C'est un milieu quand même très consanguin. Et je trouve qu'au contraire, c'est un milieu qui s'est un petit peu... normaliser petit bourgeois, oui, certes, dans l'esprit, ça c'est sûr qu'on est devenu beaucoup plus conservateur, normé, beaucoup moins inventif, beaucoup moins festif, et on vit dans une espèce de mimétisme par rapport à ce qui se fait. Je dis pas ça par fatalisme, c'est assez, comment dire, structurel que des métiers comme ça tiennent le haut du pavé, soient la référence. Dans les années 60, c'était la presse, ensuite il y a pu avoir la télévision, la publicité a triomphé entre le milieu des années 70 jusqu'au début des années 90. Et puis après, il y a eu effectivement le clip. Et puis aujourd'hui, le digital, c'est normal. Enfin, en termes de spectacle, on rivalise assez difficilement en termes de création, de surprise, avec ce qu'on peut voir des milliers de fois en une heure sur les écrans digitaux. En termes de population, non, par contre, là, oui, j'approuve dès demain ce que j'ai dit. Sur la sociologie oui, sur la sociologie. Milieu. Oui, absolument. Mais ça, c'est normal, mais c'est une mutation, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, tout milieu est en mutation permanente. Il n'y a pas de rupture, il y a toujours une évolution comme ça qui fait qu'effectivement, on est beaucoup plus sage qu'on ne l'était avant. Mais c'est normal. Enfin, je pense que c'était aussi des choses qui ont dû se passer dans la télévision, à la radio. C'est-à-dire que quand un métier s'invente en même temps qu'il se crée, qu'il se fait plutôt, il y a toujours cette émulation. Le début de la télévision était bien plus inventif que la télévision
aujourd'hui. Dès lors qu'il y a après, qu'il y a des méthodes, voilà, que les choses s'apprennent. Il y a des écoles de pub. Avant, il n'y a pas les écoles de pub. Donc les termes école et pub se mariaient difficilement. Mélanie, ça se normalise plus que sans bourgeoise. Voilà. Ça se normalise. Ouais. Mélanie, vous partagez ce constat. Donc Mélanie Pennec de DDB Paris, directrice de création. Vous êtes une petite bourgeoise aussi. Tout à fait, aussi. Je suis une petite bourgeoise. Donc vous validez le constat de Gabriel. Non, mais c'est vrai, ce truc sur les écoles, c'est assez ça. C'est un peu comme si tous les comédiens sortaient d'écoles de théâtre. Je pense qu'il y a un truc où je ne fais pas ce métier depuis suffisamment longtemps pour dire comment ça se passait il y a 50 ans. En revanche, c'est vrai qu'il y a quand même plein d'histoires sur des étudiants qui sortaient de licences de philosophie ou qui sortaient des beaux-arts. Et aujourd'hui, c'est vrai, ils apprennent, les créatifs, ils font du marketing avant même de commencer le métier, quoi. Du coup, ça donne des profils de gens qui ont déjà toutes les contraintes avant même de commencer à vraiment travailler, je crois. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de concurrence de nouveaux acteurs? C'est vrai que les agences de pub aujourd'hui, elles sont concurrencées par des boîtes de tech, par des géants du conseil. Je pense à des acteurs comme Accenture ou comme Capgemini. Et dans ce dossier, on s'est penché sur la question. Et Jean-Pierre Villarel, l'ex-président de Young et Rubicam, donc l'agence, nous disait le niveau des jeunes consultants chez Capgemini est supérieur aujourd'hui à celui qu'on voit en agence. Et avant, les meilleurs allaient dans la pub. Est-ce que c'est vrai? Les meilleurs vont plus dans la pub? C'est lié aussi peut-être à la perte d'originalité Il y a moins de charisme, c'est sûr, que dans la pub qu'il y en avait avant. Après, je ne suis pas sûr qu'il y en ait davantage chez Capgemini ou Accenture. Je ne suis pas sûr de partager l'avis de Jean-Pierre, que je connais bien, et qui, d'ailleurs, dans la société, appartient désormais à Capgemini. Donc, ça modère un petit peu l'objectivité de son propos. Et d'ailleurs, il faut s'interroger de l'emprise de ces géants, il y en a d'autres, de la donnée sur les métiers de la communication. Ça n'augure rien de très inventif. Enfin, le résultat prévu à l'avance, moi, le tiercé de la veille, j'y crois assez peu. Moi, je pense qu'il faut quand même revenir aussi aux vertus de l'imagination et de l'invention, qui se font ailleurs. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce thème. Mais ça c'est le sujet du moment, ce qu'on appelle le data targeting, aussi évidemment la personnalisation publicitaire. Certains disent c'est un peu la revanche du prospectus dans la boîte aux lettres, avec l'hyper-ciblage que permet le numérique. Est-ce qu'on a sacrifié la créativité au nom de l'efficacité de la publicité? Est-ce que cette perte justement d'imaginaire un peu frais, un peu nouveau, elle est liée à cette obsession pour le ciblage des pubs? Mélanie Pennec. Mélanie Pennec, c'est moi. Je veux bien qu'on rappelle mon nom de famille. Oui, il y a un peu de ça. Après, je me dis juste que les contraintes en publicité, c'est quand même aussi ce qui font que les choses peuvent être intéressantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit oui, la pub hyper ciblée, elle est nulle parce qu'elle est nulle. Mais par contre, il y aurait moyen d'en faire des choses qui sont assez bien. C'est-à-dire qu'il y a des technologies qui existent pour personnaliser les publicités et en faire des trucs vraiment hyper chouettes. C'est-à-dire qu'on décide de ne pas y mettre d'énergie là-dedans. On décide de se dire, on va vous sponsoriser des trucs nuls, mais je suis assez persuadée, et d'ailleurs il y a eu plein d'exemples comme ça, qui disent que quand on personnalise bien et qu'on y met un peu les moyens aussi, il peut y avoir des trucs super. Sur la crise de la pub, il y a aussi la question de la saturation qui est directement liée à la personnalisation des pubs. Tout d'un coup, elle est plus intrusive, plus visible. Je me tourne vers vous, Clément Sénéchal, donc de Greenpeace France. Je rappelle que vous avez été avec Greenpeace une des 3 ONG à l'origine de la campagne qui a mené à une proposition de loi appelée Loi Evin Climat, dont on va reparler tout à l'heure et qui visait à encadrer la pub. Mais peut-être une question sur la saturation. Est-ce que vous faites ce constat-là, que la crise de la pub, elle vient aussi d'un ras-le-bol, d'une saturation de toutes ces publicités? Sans doute. Moi, je sais qu'à titre personnel, mon obsession, c'est plutôt de me protéger de la publicité et de l'exposition publicitaire aujourd'hui que d'aller chercher des messages qui m'intéressent dans la conduite de ma vie personnelle et quotidienne, dans la pratique publicitaire. Et après, la publicité est confrontée à un enjeu de société majeur, effectivement, qui est la crise environnementale ensuite, qui interroge sa rationalité, ses fins, ses finalités, sa connexion avec le système productif aujourd'hui et les externalités négatives que ce système de production génère aujourd'hui, qui ne sont plus supportables. On le sait, qui ne sont plus supportables à terme. Donc après, on peut... Alors justement, ça a débouché donc sur cette proposition de loi Evin Climat, donc qui s'inspire de la loi Evin de 1991,
qui a permis l'interdiction de la publicité sur l'alcool et le tabac. Pourquoi cette appellation et qu'est-ce qu'il y avait derrière ce projet exactement de loi Evin Climat? Déjà, il faut décomposer le constat. Aujourd'hui, on a un système économique qui fonctionne sur la destruction de la vie sur Terre et qui menace la survie de l'espèce humaine. Pourquoi? Notamment à cause du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, il est lié aux émissions de gaz à effet de serre. Et les émissions de gaz à effet de serre, elles ne tombent pas du ciel, elles sont liées à notre système de production et par construction à notre système de consommation, c'est-à-dire aux biens et aux services, aux marchandises que nous consommons tous les jours. Et donc aujourd'hui, la moindre des choses, c'est on est face à l'impératif d'organiser la décrue de ces secteurs, de ces industries, de ces biens et services qui sont fortement émetteurs. Donc la moindre des choses aujourd'hui, c'est d'interdire leur promotion publicitaire. Il y a 3 enjeux derrière ça. Il y a un premier enjeu qui est un enjeu d'efficacité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décréter un objectif de neutralité carbone en 2050, une urgence climatique dans la loi climat-énergie de 2019 et continuer à promouvoir des biens et des services climaticides, donc qui influencent les gens. Le rôle de la publicité, c'est quand même d'influencer des comportements vers des consommations qui sont incompatibles avec l'urgence climatique. Il y a un problème moral aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en permanence dire aux individus, aux consommateurs, les culpabiliser en leur disant il faut faire attention à votre empreinte carbone et laisser prospérer un système qui les incite précisément à faire le contraire, qui dépense des milliards chaque année pour les persuader du contraire. Et enfin, il y a un problème éthique, c'est-à-dire du rapport de nos représentations communes avec la réalité objective. La réalité objective aujourd'hui, c'est l'urgence climatique. Donc moi, quand le gouvernement déclare l'urgence climatique, mais que par ailleurs la société me bombarde de publicité pour des voyages aériens ou pour des SUV par exemple, je ne comprends pas en fait quelle est l'urgence climatique. Elle ne se matérialise pas sur le plan culturel et social. Et donc elle crée une sorte de dissonance cognitive qui nous paralyse complètement. Et c'est pour ça que la France continue à émettre beaucoup trop de gaz à effet de serre. Je veux dire, le sommet de la Terre à Rio, c'était en 92. Donc ça fait 30 ans que le changement climatique est reconnu sur le plan politique et diplomatique. Et on continue à augmenter nos émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc on a une civilisation qui est suicidaire aujourd'hui. Gabriel Gauthier, sur cette question de la dissonance cognitive, comment on fait quand on doit faire la promotion de produits ou de services, de biens dont on sait qu'ils sont polluants? On le fait bien parce qu'on est payé pour ça ou on démissionne. Alors, je voudrais juste préciser deux points. Déjà, la publicité ne sert pas qu'à vendre. La communication, de manière globale, peut aussi servir à ne pas vendre. La publicité pour les cigarettes, pour les théâtres, etc. La publicité n'est pas que consumériste. Première chose. Deuxième chose, nous ne sommes que des haut-parleurs, des artisans du haut-parleur. Donc, ce qu'il faut mettre en question, c'est l'offre. C'est-à-dire que vous pouvez supprimer la publicité pour les SUV, il restera pas moins les SUV. Donc, je trouve qu'il y a toujours ce prisme de s'en prendre à la publicité. Je ne suis pas du tout en train de défendre ma corporation, mais vraiment pas. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que le corporatisme dans les comportements humains. Mais ce qu'il faut bien voir, et moi je rejoins à titre personnel totalement votre diagnostic sur l'aspect suicidaire de la société d'aujourd'hui, mais ne confondons pas le haut-parleur et l'offre qui effectivement est totalement désespérante aujourd'hui. Par exemple, la publicité sert aussi à promouvoir le train, qui est la voiture électrique par excellence, qui existe depuis très longtemps et qui était jugée ringarde, etc., par d'autres facteurs communicatifs qui étaient la rumeur, une ambiance comme ça, qui était l'exaltation d'individus qu'on poussait plutôt dans la bagnole, quitte à fermer des petites lignes secondaires par rapport au train. Mais la publicité, en fait, n'est là que... Et là, nous sommes aux ordres, si je puis dire. On est comme des graphistes, on est comme des imprimeurs. On fait ce qu'on nous dit de faire. Et à un moment, si ça va trop loin, on peut se dire, je ne le fais pas. Je laisse ma place et quelqu'un d'autre le fera. Mais je veux dire, modérons aussi notre importance dans la société. On n'est pas dans un film de Jean-Yann où les publicitaires ont tous les pouvoirs. Enfin, le pouvoir, il est quand même dans les sociétés du CAC 40 qui décident effectivement d'avoir un comportement vertueux ou pas. Quoi. Alors, peut-être une réponse de Clément sur ce point, et puis après, j'aurai une question pour Mélanie sur cette notion de contrainte. Premier point, c'est qu'il me semble quand même que la publicité commerciale, sa vocation, c'est de faire vendre des produits. Deuxième point, personne ici va interdire la publicité en général. Ce qu'on dit, c'est qu'à un moment donné, il y a certains secteurs et certains biens et services qui ne sont pas compatibles aujourd'hui avec les trajectoires
de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui sont attendus. Je me permets de citer Mathieu Orphelin, justement, qui était un des députés qui a porté cette proposition de loi. Il dit qu'il ne s'agit pas de ne plus faire de pub, il s'agit de la réorienter en 10 ans, fixe un cap temporel, vers des produits plus vertueux. Donc on resserre le cadre, on le déplace, mais on n'est pas sur une interdiction. Absolument, les publicités qui sont pour le train ou pour tous les secteurs de la transition écologique, très bien qu'elles se déploient et que les publicités pour les industries climaticides, elles cèdent la place précisément aux publicités progressistes sur ce plan-là. C'est exactement le sens de la loi E20 Climat ou de la proposition de la Convention citoyenne pour le climat, qui sont d'ailleurs soutenues par une large majorité des Français. C'est 65% pour l'interdiction des publicités commerciales pour l'avion. Ça monte à 75% pour l'interdiction des publicités commerciales pour les véhicules les plus polluants. Donc aujourd'hui, il y a une adhésion et une attente de la population française pour une régulation. Et nous, vous dites le haut-parleur, la publicité, c'est le haut-parleur. Effectivement, la première si on veut à un moment donné organiser une bifurcation industrielle et économique, il faut priver les industries climaticides de haut-parleurs. Et donc, il faut une régulation de la puissance publique pour ça. Et c'est pour ça qu'on demande de passer par la loi aujourd'hui. Comment on crée avec ce degré de contrainte-là? Imaginons que cette loi passe, au moins en partie, que la pub soit recadrée, entre guillemets. Comment on crée avec cette nouvelle contrainte? Est-ce qu'une autre publicité plus éthique, plus durable, plus écologique est possible? Là, je parle vraiment plus à la créa que vous êtes, Mélanie. Comment on s'adapte en fait? Ça dépasse presque même, je pense, le secteur d'activité en lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des outils pour faire en sorte que ce qu'on produit soit aussi moins polluant. Et je pense que pour le coup, ces histoires de confinement qu'on fait qu'on est moins parti en tournage nous ont quand même prouvé, je trouve, aussi vraiment ça. Et aujourd'hui, il y a le temps où on allait à l'autre bout du monde pour tourner une publicité, avant même de faire de la pub pour un avion, c'est en train, je pense, un peu de changer. On est en train de se raisonner aussi nous-mêmes là-dedans. Il y a des méthodes d'impression qui sont moins polluantes, il y a des choses. Et ça, je pense qu'on n'a même pas besoin de se dire que c'est SUV ou pas SUV, c'est des choses qui sont déjà applicables. Ouais, que l'ADEME, notamment, pousse quand même vraiment à essayer de développer. Je trouve ça intéressant. Est-ce qu'on a vu apparaître aussi une nouvelle génération, je l'évoquais un petit peu en introduction, une nouvelle génération alors de créa, mais pas que, de planeurs stratégiques, il y a des différents métiers de la pub. Là, on dit beaucoup la génération climat depuis 2 ans, les mobilisations pour l'urgence écologique. Ces jeunes-là, ils vont aussi travailler dans la pub, en tout cas certains. Est-ce que vous avez pu observer chez les nouveaux, les petits jeunes qui travaillent dans la pub, une autre sensibilité que celle qu'avaient leurs équivalents au même âge dans les années 90, par exemple? Gabriel Gauthier. Oui, de toute façon, je veux dire, on est le réceptacle de ce qui se passe dans la société de manière générale. Donc on a effectivement une génération de gens qui fait plus attention à ce qu'ils mangent, qui va être moins carnivore, qui va faire attention aussi à trier, recycler, etc. Mais ça, je veux dire, il n'y a pas, je dirais, un focus particulier dans le métier plus que dans les autres secteurs de la publicité. Et puis, il peut y avoir aussi des gens qui, je pense, qui refusent de venir chez nous, ce qui n'existait pas avant, pour les raisons que vous souleviez, c'est-à-dire pour le côté non éthique de la nature même de notre métier, quand il est effectivement destiné à faire du commerce. Mais je reviens encore une fois à la chose suivante, c'est l'offre qui nous guide. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas la publicité pour le SUV, c'est le SUV à la base. Parce que c'est comme les clubs. On a interdit la publicité pour les clubs, mais les clubs étaient toujours en vente. Donc il y a un moment, si c'est dangereux pour la santé, il faut les arrêter. Quoi. Ouais. Tu vois, et justement, sur les marques, donc là, si on prend un peu de hauteur, on n'est plus sur la pub, mais sur les marques. Est-ce que vous avez observé, du côté des marques, CAC 40 ou autres, quand même un nouveau rapport à des enjeux globaux? Alors, on a évoqué l'urgence climatique, on peut parler de l'égalité homme-femme. Il y a beaucoup d'évolutions rapides depuis quelques mois, quelques années. Peut-être Mélanie, sur cette question du rapport des marques aux grands sujets qui s'accélèrent. Oui, on les traite, je pense, sans que ce soit un sujet en soi. C'est-à-dire qu'on est censé représenter ce qui se passe autour. Et du coup, je pense que on est en train de faire en sorte que tout ce qu'on peut retrouver dans la société, on le retrouve dans une publicité, même quand ce n'est pas le cœur du sujet. Après, il y a des fois où c'est difficile. Moi, par exemple, je sais pas, j'ai spontanément
Et ça m'est arrivé plein de fois, on doit faire une pub pour une voiture, et ben, on a beau être une femme, moi spontanément je me dis le comédien qui va conduire la voiture, c'est un homme. Et ça c'est aussi un truc qu'il faut qu'on travaille parce que c'est des clichés qu'on reproduit. Et je pense qu'effectivement on est en train d'essayer de dépasser ça avec les marques qui se disent que oui, aujourd'hui on ne peut pas prendre le risque de faire des choses qui sont trop clichés ou trop sexistes, évidemment. Est-ce qu'il y a une autre manière de communiquer au-delà de la pub même? On voit de plus en plus de marques aussi. Alors ça concerne moins les gros acteurs, mais des marques qui communiquent sur leur propre parcours, qui sont plus transparentes, qui sont plus dans le storytelling, on va dire, que dans le spot de pub. Est-ce que ça, c'est une tendance lourde aussi pour demain sur cette nouvelle manière de communiquer? Ou est-ce que le marché de la pub traditionnelle, la réclame, va quand même être toujours son avenir, Gabriel? Oui, de toute façon, nous, on est des raconteurs d'histoires, dans tous les sens du terme. On ment, on récite des contes, des belles histoires, et malheureusement, ce qui nous amène à la distorsion que vous évoquiez, comme on a des échos surdimensionnés, on est capable on serait prêt à tuer père et mère pour un bon script, pour une bonne chute, fût-ce pour la cause la plus pourrie qu'elle soit, quoi. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, on n'est pas des gens très exemplaires. Mais pour revenir à ce que vous disiez, oui, je pense qu'on aura toujours à cœur de raconter l'histoire. Et c'est vrai que la question qui se pose, c'est la question de la sincérité. On entend beaucoup parler de RSE, qui est un terme assez barbare aujourd'hui, et toutes les marques aujourd'hui, et on parlera plutôt de greenwashing, ce qui parlera à tout le monde. Tout le monde chevauche les nouveaux sujets du réchauffement climatique, de la cause des femmes, etc., etc. Qu'en est-il dans la réalité? Et voilà, c'est ça la vraie question, quoi. Donc la question de la sincérité, elle devient essentielle. Donc effectivement, il y a des marques qui sont très légitimes là-dessus, parce qu'elles ont une histoire qui plaide pour elles. D'autres qui le sont moins. Donc là, de toute façon, les gens, le public n'est pas idiot, il reconnaît ça. Hein. Donc je pense qu'il y a quand même aussi quelque chose aujourd'hui qui est aussi de l'ordre de ce qui se partage sur le digital, qui fait que quand le roi est nu, on le voit vite et tout le monde le voit. Mais il y a quand même une capacité de rédemption et d'oubli qui fait que les choses se rétablissent. Voilà, on a vu des marques truquer leur moteur, je pense que toutes l'ont fait, et qui aurait dû être assigné en justice. Il y a eu des centaines de milliers de morts à cause de cela, voilà, et qui continuent à prospérer allègrement. La mémoire est très courte. C'est assez paradoxal, mais c'est que la mémoire est aussi courte que la vindicte est violente. Une question sur le futur. On explore le futur à Uzbek Erika, et dans ce dossier, on s'est penché sur les promesses, entre guillemets, de la réalité mixte, d'ajouter une couche de technologie à la réalité. À l'espace urbain, par exemple, il y a déjà des expérimentations qui sont menées par pas mal de marques. Est-ce que vous croyez que cette évolution, dont on nous promet un marché florissant à horizon 10-15 ans, elle va entraîner quoi? Un déferlement publicitaire d'une autre nature, encore plus puissant que celui qu'on connaît aujourd'hui sur les réseaux? Ou est-ce qu'au contraire, ça peut être cet outil technologique, un potentiel de renouveau de la créativité côté imaginaire de la pub? Peut-être Clément, sur faire l'exercice de se projeter à 10 ans et d'imaginer à quoi ressemble la pub du futur. Je ne sais pas, c'est compliqué pour moi. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une évolution des supports, notamment des supports numériques. Moi, je vois surtout que c'est un problème en termes de consommation. On a des objectifs de sobriété énergétique au niveau national, et que plus on multiplie les supports publicitaires, et notamment, on n'arrête pas d'en voir maintenant dans les métros, etc., plus on augmente la consommation électrique du pays. Et ça, ce n'est pas compatible avec les objectifs qu'on se fixe par ailleurs au niveau national et international. On a eu ce débat sur la 5G qui était quand même assez intéressant. Là, il y avait effectivement un conflit entre les anciens et les modernes. On voit qu'aujourd'hui, il y a une inversion des pôles. Paradoxalement, on a un président de la République qui dit la 5G, c'est indiscutable, sans quoi on retourne à la bougie et on retourne à la civilisation des Amish. On voit qu'aujourd'hui, les jeunes générations, précisément, elles ne veulent pas de la 5G. Pourquoi? Parce que la 5G n'est pas compatible aujourd'hui avec la lutte contre le changement climatique. Une dernière question pour répondre à notre intitulé de débat sur l'âge d'or de la pub. Est-ce que l'âge d'or de la pub est vraiment définitivement derrière nous? On dit souvent que la pub
n'est plus dans la pop culture, qu'elle a perdu ça, alors en partie avec tout ce qu'on a raconté sur ces évolutions, notamment technologiques. Est-ce que ce temps-là est révolu? Est-ce que les spots cultes des années 90, les pubs Levi's avec Flatteric et la musique de Quentin Dupieux, Culture Pub, l'émission de télé, enfin voilà, toute cette espèce d'âge d'or est révolu. Et c'est pas grave? Ou est-ce que on peut imaginer un nouvel âge d'or? Tu le définis comme un âge d'or parce que tu te rappelles tes souvenirs de quand tu avais 20 ans et tu regrettes cette époque-là. Et je pense qu'à cette époque-là, des gens regrettaient, je sais pas quoi, des vieilles pubs pacifiques. L'âge d'or, voilà, leur propre âge d'or. Un âge d'or d'avant. Mais je pense qu'il n'y a pas d'âge d'or, nulle part il y a d'âge d'or. On chevauche une espèce de continuum comme ça, une espèce de grosse guimauve en mouvement permanent. Et il y a toujours eu des remises en question. J'irais peut-être plus dans notre métier que d'autres parce que nous, on est à la surface de l'épiderme de la société, parce qu'on est à la surface communicante. Donc on est un petit peu ce qu'on voit. Et quand tu vois une pub d'hymne des années 70, c'est le reflet de l'émancipation des femmes de cette époque-là. Quand tu vois une pub Audi avec une femme qui conduit, qui était les premières justement pour faire écho à ce que vous disiez, c'est le reflet aussi d'une autre forme de prise de pouvoir. Donc on est cet épiderme, cette surface sensible. Donc je trouve qu'on est une pop culture, oui. On est une pop culture qui attire moins qu'avant, oui. Est-ce qu'on peut parler d'âge d'or? Non, je ne pense pas. Et puis je pense que ça ressurgira d'une manière brillante à un moment ou à un autre, quoi. Une réaction de Clément Sénéchal et après on passe aux questions de nos auditeurs. Ouais, rapidement, c'est intéressant parce que moi je regardais Culture Pub avec plaisir et c'était à une époque où on épousait en fait l'expression de la marchandise allègrement et avec plaisir. Et ça coïncidait avec une époque qui était celle de l'explosion de la société de consommation, l'État-providence, les Trente Glorieuses, etc. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une interrogation critique sur cette société de consommation qui a deux volets. Le premier, c'est qu'on est dans des sociétés de plus en plus inégalitaires. Donc la marchandise est de plus en plus perçue comme un objet de frustration, de plus en plus. Et on a aussi un impact qui est historique aujourd'hui du système marchand et qui nous emmène dans le mur. Et donc les gens sont de plus en plus réticents, je pense, à épouser ce storytelling de la marchandise. Si je puis me permettre de t'interrompre, je pense que c'est aussi un mouvement qui a eu un antécédent au milieu des années 70, où il y a eu une grande contestation aussi de la publicité qui avait précédé, ou même qui était contemporaine, la candidature de René Dumont en 1974, qui a été le premier aussi à tirer le signal d'alarme sur ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais cette grande contestation de la publicité, elle a déjà eu lieu, était beaucoup plus violente d'ailleurs, parce que le climat était beaucoup plus tendu, beaucoup plus extrême. 70, ouais. Moi, je me rappelle que dans la fin des années 70 à Paris, des explosions la nuit, et c'était des activistes qui faisaient sauter les panneaux de co. C'était quand même quelque chose, enfin à la dynamite, quoi. C'était pas des barbouilleurs, quoi. Ouais. Tu vois, ça rigolait pas, tu vois. Non, mais je trouve ça intéressant parce que c'est pas. On parle de rétro-nostalgie. Tu parles de tes 20 ans quand tu étais beaucoup plus sexy qu'aujourd'hui, avec immensément de regrets, on comprend pourquoi. Mais il y a eu aussi, chaque époque apporte comme ça des contestations. Et l'anti-publicité, quelque chose de. Enfin, cette contestation de la société de consommation qui n'était pas teintée de péril climatique, mais plus de manipulation et de, destruction de la qualité d'être et de rapport à l'intelligence et aux choses, était déjà très vivace et pas moins violente. On a les questions de nos auditeurs qui s'accumulent, donc on va tout de suite regarder la première, une question de Florence sur les indicateurs de mesure de l'efficacité des pubs. Est-ce qu'il ne faudrait pas inventer... Mec, une question chiante. Inventer quelque chose qui ressemblerait à un nouveau barème de mesure de l'efficacité d'une pub. Comment on pourrait mesurer ça rejoint en fait la question de l'encadrement écologique. Pour définir la qualité d'une pub ou l'efficacité d'une pub, rajouter un critère écologique, c'est possible? Je pense que c'est possible. Moi, je pense qu'en tout cas, je ne sais pas si c'est rapport au PIB, mais d'avoir des tests, c'est aujourd'hui ce qui fait quand même que plein de pubs sont nulles. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait un spot de 30 secondes, il y a parfois même des machines qui analysent les trucs avant même que ce soit produit et qui disent « Ah bah c'est bien, parce que comme les images sont très oranges, ça veut dire que ça va être très joyeux et que les gens vont aimer. » Donc je pense que le test de façon générale qui dit « On a bien reconnu la marque et c'est trop super », je ne suis pas sûre que ça nous serve complètement. Après, oui, avoir un espèce de score écologique sur une publicité, ça pourrait se faire, je pense. Mais je ne sais pas si c'est un rapport avec le PIB. Question de Cécile Favier sur la pub en perte de vitesse. Il y a eu des recettes assez terribles avec la pandémie et la crise sanitaire. Quelles alternatives pour pallier au modèle économique des médias? Si la pub s'écroule, comment les médias tiennent?
Question ouverte. Les médias ne s'écroulent pas, ils se répartissent. C'est-à-dire que la presse papier, effectivement, morfle pas mal, mais la presse digitale s'en sort bien. C'est une question de modèle. Après, je pense qu'il faut aussi réinventer de l'intérêt. On voit que vous y arrivez avec votre publication. On peut parler aussi de Society. Voilà. Je pense que ceux qui tournent en rond souffrent et vont périr. C'est toujours arrivé. Hein. Enfin, je veux dire, le nombre de journaux qui n'existent plus, voilà, c'est comme les agences. Il y a des agences qui meurent, mais il y en a beaucoup qui naissent. Il y a beaucoup plus qui naissent que d'agences qui meurent. Et des journaux qui naissent, il y en a énormément aussi. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas demain que les kiosques vont disparaître, quoi. Donc, Une question sur l'accès à la pub, question de Gaël. Est-ce que les modalités d'accès à la pub doivent changer ? Ne doit-on pas plutôt proposer une forme de bottom-up plutôt que de poursuivre sur le modèle descendant qui viendrait... Ils sortent, les gens, ils sortent d'HEC ou c'est quoi c'est du direct. Ouais. C'est sûrement l'uniformisation sociologique dont on parlait tout à l'heure. Non, mais question de Gaël sur le... Est-ce qu'on ne devrait pas pouvoir mieux choisir sa pub, si je traduis, hein, si je comprends bien, mais que ça vienne moins d'en haut, moins directement des marques et plus directement du consommateur, du citoyen? Est-ce qu'il y a un mécanisme à imaginer? Ce que je trouve intéressant, même si ça n'a aucun rapport avec cette question quand même, c'est qu'on parlait de télé juste avant, il y a quand même de plus en plus de gens qui sont abonnés à Netflix et qui sont des modèles sur lesquels il n'y a quand même pas de publicité du tout. Moi, c'est ce que je trouve assez intéressant, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des adblocks, mais en réalité, il y a quand même aujourd'hui un système de consommation de vidéos qui fait que le choix des gens est de ne pas avoir de publicité du tout. Les adblocks, qui sont donc les petits, les petits bloqueurs de publicité. Pour bloquer les pubs. Et après, ça, ce qu'on se raconte, c'est un peu les préférences qu'on choisit de développer dans les réseaux sociaux. C'est un peu ça, c'est-à-dire que la publicité à la télé, pas encore. Par contre, la publicité que vous voyez dans YouTube, en théorie, elle est quand même un peu dictée par ce que vous aimez bien. La pub que choisissent les gens, ça existe, hein, c'est les tests, hein, on voit ce que ça donne. Quoi. Voilà, je ne suis pas pressé de l'avoir. On parlait de Netflix, peut-être un dernier mot de la fin. Est-ce que ce n'est pas Netflix, les concurrents, pour vous, créa de la pub sur les 10, les 20 ans qui viennent? Est-ce que c'est pas... Non, certainement pas. Est-ce que c'est pas ce type d'acteur-là, en fait, qui va... Non, au contraire. Sur le storytelling, je ne crois absolument pas à la contradiction de la créativité des nouveaux outils. Je pense qu'au contraire, je veux dire, plus il y a de... si on faisait un parallèle avec la création artistique, ce n'est pas des nouveaux outils qui vont t'empêcher de t'exprimer d'une manière ou d'une autre. Je dirais que c'est plus en matière d'espace où tu vas pouvoir parler. C'est marrant parce que le patron de Netflix disait mon principal concurrent, c'est le sommeil. Donc, je ne sais pas s'il l'a vraiment dit. C'est ce que tout le monde dit qu'il a dit. Voilà. Mais donc, c'est plus là que se situe notre vraie concurrence. C'est dans quel espace aujourd'hui qui regarde encore la télévision? Je ne dis pas ça de façon péjorative, mais c'est une vraie question. À quel moment, quand, etc., quand tu peux décider de tout. Moi, je reste très attaché à une forme de publicité très propagande. Tu te balades dans la rue et tu vois un truc, quoi. Donc ça, je trouve ça intéressant, justement, ce côté très top-down. Moi, c'est ce qui m'intéresse quand tu écoutes de la radio, que tu ne choisis pas ton programme, mais que tu entends un truc qui est merveilleux ou irritable, etc. Mais je trouve que c'est un petit peu le sens, pour moi, du charme des médias, quoi. Netflix, ils ne sont pas contre juste faire de la publicité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont même en demande aussi de marques qui cofinancent quand même des petits programmes, donc peut-être que voilà, leur truc va être... ça va se recouper. Exactement. Merci à tous les trois pour ce débat et vos échanges. Merci de votre participation. Alors, si vous n'êtes pas encore rassasiés sur le sujet de la pub, on espère qu'on a aiguisé votre appétit, que vous avez envie d'aller plus loin. Donc, il y a évidemment le magazine avec notre dossier, 40 pages sur la pub, mais il y a aussi le débat qui se poursuit sur notre plateforme. On a un super nouvel outil qui s'appelle SOS, tout simplement. Vous pouvez lancer des SOS sur la pub ou sur d'autres sujets. C'est une sorte de forum qui permet à chacune d'entre vous donc, de poser ses questions existentielles ou pas. Et c'est la rédaction d'Uzbek, c'est nos invités, c'est notre communauté qui seront ravis de pouvoir vous répondre. Donc n'hésitez pas à aller envoyer des SOS sur notre site. Merci donc à nos invités. Et tout de suite, on passe à la séquence suivante, Arte Futura. Il n'y a pas de pub. Alors, peu de gens le savent, mais les arbres se parlent, les arbres communiquent entre eux. Comment peut-on faire dialoguer deux espèces d'arbres séparées par des milliers de kilomètres? Et oui, c'est possible, on peut faire communiquer des arbres aux quatre coins du monde.
Et c'est l'artiste russe Olga Kiseleva qui a tenté de réaliser cette prouesse, de répondre à ce défi dans le cadre d'un projet qui s'appelle Eden, un projet qui est né à Biscarrosse, dans les Landes, en 2012. Et elle nous a raconté l'histoire de cette expérience artistique étonnante en forme de prouesse technologique. Je suis normalement une artiste nouveaux médias. Voilà, je fais des robots, des machines, des réseaux, etc. Mais à Biscarrosse, on m'a demandé de faire un monument pour un arbre qui était mort. C'était impossible de garder cet arbre, c'était impossible de le soigner, et c'était impossible de planter un nouveau. Parce que si on plantait un arbre, il fallait que ça soit un orme, il fallait que ça soit un orme de la même espèce et de la même génétique. Enfin, il fallait inventer un arbre qui aurait cette couronne, qui aurait les gènes de cet arbre qui était mort et qui sera résistant à la graphiose. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé et on a réussi à croiser donc cet arbre avec l'orme de Sibérie. C'est cet orme-là que nous avons utilisé à Biscarrosse pour le croiser avec l'orme de Biscarrosse et pour garder dans un arbre sain les gènes de cet orme historique. Donc, on a fait dans un premier temps un système qui nous permettait de faire une sorte de monitoring de cet arbre où les données de communication de l'arbre ont été récupérées dans notre laboratoire et on pouvait voir si l'arbre se portait bien. Et ensuite, on s'est dit, si on peut recevoir les données, si on peut les comprendre, on peut peut-être aussi les transmettre. On peut aussi parler ce langage des arbres. Quand vous parlez de pin australien, il s'agit de Wollemi pine, une espèce éteinte en même temps que les dinosaures sont disparus. Sauf que dans les années 90, quelques exemplaires de cet arbre ont été retrouvés en Australie, dans les Blue Mountains, par un forestier au fond d'une vallée. Et ils nous ont invités dans l'idée de connecter cet arbre d'abord sans le déplacer, donc à distance, avec les arbres de la même presque espèce, puisque les cèdres descendent de Wollemi pine. Donc là, vous voyez le cheminement que fait la communication, donc de la France, du Japon jusqu'en Australie. Le cèdre Chateaubriand parisien et donc Wollemi pine qui reçoit toute cette information en temps réel. Ces êtres vivants ont une existence pleine d'intelligence et de logique qui leur est propre. Nous, les humains, nous devrions au moins respecter l'intelligence de ces êtres vivants et au mieux peut-être pouvoir en apprendre quelque chose et peut-être adopter certaines qualités de leur intelligence. Voilà, et peut-être prendre exemple sur eux justement pour nos conversations et respecter la nature. Voilà, c'était donc Olga. Et maintenant, place à la séquence Face à Face. Vit-on une nouvelle vague psychédélique? La consommation de psychotropes, pratique ancestrale au Mexique et dans plusieurs autres pays d'Amérique latine, pour des usages médicaux ou spirituels, est largement délégitimée en Occident depuis les années 70. Pourtant, depuis quelques années, les substances psychotropes connaissent une sorte de retour en grâce, notamment du côté des labos de recherche. Avant d'en discuter avec Vincent Verhust, qui est président de la Société psychédélique française, petit point sur l'histoire du psychédélisme avec Stéphanie Chaillet, journaliste spécialiste de l'usage médical des psychotropes et autrice du livre Fantastica, ces substances interdites qui guérissent, que on vous fait gagner ce soir, n'oubliez pas. Psychédélique veut dire révélateur de l'âme ou de l'inconscient. Le mot a été forgé à partir du grec ancien par un psychiatre anglais dans les années 50, à l'occasion d'un échange de lettres avec l'écrivain Aldous Huxley, qui jugeait comme lui le terme hallucinogène réducteur et péjoratif. Et donc c'est ainsi qu'en 1957, le psychédélique a été introduit devant l'Académie des sciences et qu'il s'est imposé dans la littérature biomédicale.
Les psychédéliques ne sont pas restés confinés au monde médical, ils se sont diffusés dans les sociétés occidentales sans mode d'emploi et l'usage massif, non supervisé, auquel s'est livrée la jeunesse, notamment nord-américaine, a provoqué ce que les sociologues appellent une panique morale, si bien qu'en 1970, contre l'avis des scientifiques, le président Nixon les a inscrits au tableau des psychotropes les plus dangereux et les moins utiles pour la médecine. Et le monde entier s'est aligné sur cette décision. On a maintenant des preuves assez solides que les psychédéliques sont efficaces dans le traitement de la dépression, de la détresse psychologique associée à un cancer et de diverses dépendances, notamment au tabac, aux opiacés ou à l'alcool. Au-delà de la psychiatrie, il pourrait aussi servir d'antidote à un certain nombre de maux plus banals de la condition, disons, post-industrielle. Quand on donne de la psilocybine, donc le principe actif des champignons hallucinogènes, à des volontaires sains, c'est-à-dire des cobayes bien portants, elle favorise leur capacité d'émerveillement et elle les rapproche significativement de la nature, et tout ça est mesuré en laboratoire. Sur le plan pharmacologique, leur profil de sécurité est excellent, elles ne provoquent aucune dépendance et surtout elles soignent d'une seule dose en agissant sur les causes plus que sur les symptômes, ce qui est inédit dans l'histoire de la psychiatrie. A contrario, on sait que les antidépresseurs sont des traitements au long cours qui ont souvent des effets secondaires pénibles et qu'il peut être difficile d'arrêter. Oui, certains parlent même de troisième vague psychédélique, la première étant constituée par toutes les pratiques indigènes ancestrales, la deuxième par l'expérimentation médicale foisonnante des années 50 et 60, et la troisième est donc la renaissance que nous connaissons aujourd'hui, qui bénéficie maintenant d'investissements de millions de dollars et qui devrait aboutir à la mise sur le marché de la psilocybine comme médicament d'ici 2025. Et voilà pour Stéphanie Chaillet qu'on remercie. Je vous rappelle qu'elle a signé Fantastica, ces substances interdites qui guérissent. Et vous pouvez le gagner. Et je vous rappelle que dans ce jeu concours, il suffit de poser des questions sur notre plateforme en ce moment pour pouvoir gagner des lots. Donc le livre de Stéphanie Chaillet, un vinyle de musique psyché, qui est soigneusement sélectionné par les fines oreilles de Ouzbek Erika. Le livre New Psychedelia aussi, ainsi qu'un print d'Alicia Reynaud. Salut Vincent Verroust. Bonsoir Nora. Vincent, tu as un titre incroyable. Tu es président de la Société psychédélique française. Oui, oui. Je pense que tout le monde t'envie, mais il va falloir que tu nous expliques en quoi cela consiste. En tout cas, je peux parler de la Société psychédélique française. C'est une association de médiation scientifique et culturelle qui s'est fixée pour but de stimuler la recherche scientifique en France sur ces sujets, de faire connaître au plus grand nombre l'existence de ces substances, leur intérêt, pour susciter, on l'espère, un débat pour intégrer, accepter les usages de ces substances dans la société. Parce que jusqu'à présent, elles restent classées sur la liste des stupéfiants. Mais alors, du coup, parce que Stéphanie Chaillet nous parle de troisième vague psychédélique, est-ce à dire que là, on les avait mis de côté et que ça revient un peu? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a un regain d'intérêt en médecine et en sciences en général sur les psychédéliques. Après, moi, je n'emploierais pas cette idée qu'il y a une troisième vague, parce que la première vague, si on considère que c'est les usages amérindiens, ça ne forme pas un bloc immuable depuis des temps ancestraux. Mais on peut dater la première vague, enfin les premières consommations? C'est difficile, mais il y a des traces archéologiques d'intérêt de peuples amérindiens qui ont disparu aujourd'hui, autour de cactus à mescaline, par exemple, qui remontent à peu près moins 3700, moins 4000. Ah oui. Donc il y a des usages anciens de plantes, et de cactus, de champignons psychédéliques en Amérique. Mais ces usages ont évolué, car ce peuple évolue. Voilà. Donc toi, tu ne parlerais pas de troisième vague? Non, tu dirais que c'est beaucoup plus compliqué que ça? Oui, en tout cas, je ne mettrais pas tous les usages amérindiens dans le même sac. Ensuite, il y a eu cette vague dans les années 50-60 dont on parle beaucoup, mais on oublie aussi l'intérêt, en Occident en tout cas, pour la mescaline. Alors la mescaline,
Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est quoi? C'est le principe actif du cactus peyote, par exemple, D'accord. ou du cactus San Pedro. Et ça provoque quoi? Ça provoque une expérience indescriptible, avec des visions, des sentiments très forts qui se produisent, des souvenirs enfouis qui se manifestent. En tout cas, ils étaient aussi, ou ils sont peut-être toujours utilisés dans un but divinatoire par les Amérindiens. Donc ça provoque une expérience sensorielle indescriptible et souvent des bouleversements. Et ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un psychotrope? Alors, un psychotrope, c'est une substance qui va agir sur le cerveau et qui va modifier notre état ordinaire. L'alcool est un psychotrope, le café est un psychotrope. Donc, quelle est la différence entre un psychotrope et un psychédélique? Un psychédélique, c'est une sorte de psychotrope. Il existe plein de sortes de psychotropes différents qu'on peut essayer de classer avec des critères pharmacologiques. Et les psychédéliques forment une classe à part. Et alors, pour revenir à cette frise historique que tu nous racontes, tu t'évoquais une vague dans les années 50. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'est passé plusieurs choses. En 1943, on a découvert les effets psychiques du LSD. C'est dans les laboratoires Sandoz à Bâle, en Suisse. Un savant, Albert Hofmann, a cherché un médicament pour le système circulatoire et sans faire exprès, il a ingéré, on ne sait pas comment, la substance qu'il avait synthétisée, le LSD en fait. Et à partir de là, il s'est dit, tiens, j'ai peut-être fait une découverte importante pour la psychiatrie. Oui, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Il se passe des trucs dans mon corps. Il s'est passé quelque chose d'étrange. 3 jours après, il a décidé de prendre une toute petite quantité de recours pour voir si c'était la substance sur laquelle il travaillait qui lui avait provoqué cette expérience étrange. Donc, il a pris une quantité infime de cette substance, 250 microgrammes, c'est très peu. Si vous prenez 250 microgrammes de paracétamol pour soigner un mal de crâne, ça ne vous fera pas grand-chose. Mais pour du LSD, c'est beaucoup. Et donc, il a fait cette découverte d'un agent hallucinogène, actif à très 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 faible dose, et ça a intéressé tout de suite après-guerre la psychiatrie, parce que les laboratoires Sandoz ont distribué gratuitement aux psychiatres qui en faisaient la demande cette substance, en leur disant « testez ça sur vous-même, testez ça sur vos patients, et puis renvoyez-nous les comptes rendus de vos observations, de vos expériences. » Ça veut dire que déjà, dès les années 40, enfin après-guerre, on commence à avoir des expérimentations scientifiques sur les effets de ces psychédéliques sur les patients psychiatriques. Absolument. Mais on avait déjà, et c'est cette vague qui est souvent oubliée, expérimenté la mescaline dès la fin du 19e, début 20e. Ça veut dire que déjà à ce moment-là, on se dit qu'il y a quand même des effets. Alors pourquoi, Stéphanie disait à l'instant, pourquoi cette panique morale? Alors, je crois qu'il faut resituer les usages de LSD, de champignons hallucinogènes dans le contexte historique des années 60, avec la guerre du Vietnam, des mouvements contestataires. Et il se trouve que le LSD et les champignons hallucinogènes, mais surtout le LSD, étaient, semble-t-il, particulièrement consommés dans les milieux opposés à la guerre du Vietnam. Ce qu'on a souvent qualifié de manière un petit peu stigmatisante de beatnik à l'époque. Ou de hippie, en tout cas. Voilà. Qui ont toute ma sympathie s'ils nous écoutent. Et ça, du coup, ça veut dire qu'on a prohibé cet usage plus pour des raisons politiques que finalement des raisons médicales, quoi. Absolument, parce qu'en l'occurrence, il y avait des recherches médicales couronnées de succès, en particulier pour soulager pour traiter l'alcoolisme, avec des résultats épatants. Donc on savait déjà à l'époque que l'alcoolisme pouvait être traité, cette addiction-là, par des psychédéliques. Absolument. Et là, c'est intéressant de rappeler que c'est aussi l'observation de pratiques amérindiennes qui a aidé les scientifiques à utiliser cette substance dans un cadre thérapeutique. Alors, revenons à la prohibition. On a parlé des États-Unis et donc de cette vague de panique morale, tout du moins c'est comme ça que le qualifie Stéphanie. Mais en France, ça a été interdit aussi. Ça a été interdit alors qu'il n'y avait quasiment pas d'usage, quasiment pas... Avec mes camarades historiennes et chercheurs, on consulte un compte-rendu de conseil municipal de la ville de Paris où il y a Maurice Papon, préfet de police, qui dit on va interdire ça. Bon, on a aucune... Voilà, lui-même. Il n'y a pas vraiment d'arrestation liée aux usages de LSD ou de champignons hallucinogènes, mais on va interdire ça vite fait, bien fait. Parce qu'ils voyaient bien la panique morale qui se passait aux États-Unis avec ces gens qui contestaient l'ordre établi. Donc là, en fait, on a quelque chose de l'ordre d'une forme de prohibition qui se met en place, plus pour des raisons donc, de politique, idéologique. Absolument. À quel moment on se dit, enfin, sorti de cet espace-temps de prohibition, à quel moment on se dit, ce serait bien quand même de recommencer à explorer cette voie? Alors, ça se passe en Suisse et aux États-Unis il y a environ 20 ans, une vingtaine d'années.
des chercheurs savaient en fait l'intérêt de ces substances pour la psychiatrie et ont fait des demandes d'autorisation pour reprendre des essais cliniques. Et là, on se rend compte, donc, au-delà de l'addiction à l'alcool qu'on connaissait déjà, qu'il y a d'autres effets? Absolument. Alors lesquels? Alors, sur des personnes, des volontaires sains qui vont bien, apparemment, il y a un changement de la personnalité qui va vers plus d'ouverture d'esprit, plus d'empathie. Ça développe la créativité? Apparemment, oui, ça ouvre, et ça rend plus empathique. Les gens ont l'air plus satisfaits de leur vie. Donc ça, c'est pour les gens qui n'ont pas de problème. A priori, ça améliore leur quotidien. Et puis pour les personnes qui souffrent d'anxiété parce qu'on leur fait un diagnostic de maladie grave ou parce qu'elles sont en fin de vie, ça soulage considérablement l'anxiété. Les personnes aussi qui souffrent de la dépression, du coup, j'imagine. La dépression aussi, notamment la dépression résistante, celle pour lesquelles les antidépresseurs ne font pas grand-chose. Bon, il n'y a pas encore énormément de gens qui ont fait l'expérience dans un cadre thérapeutique expérimental, mais pour tout ce qu'on observe jusqu'à présent, ça a l'air particulièrement efficace avec des résultats assez épatants pour soigner la dépression résistante, effectivement. On parle aussi d'effets sur le stress post-traumatique. Alors, il y a une substance qui semble beaucoup plus prometteuse pour les troubles de stress post-traumatique, c'est la MDMA, le principe actif de l'ecstasy, qui est parfois qualifié de psychédélique, mais après on peut chipoter sur la définition exacte d'un psychédélique. Le MDMA, c'est certainement une substance qu'on pourrait plus qualifier d'empathogène ou d'entactogène, et qui n'a pas les mêmes modes d'action pharmacologiques que la psilocybine des champignons hallucinogènes, le LSD, la mescaline des cactus dont je parlais, ou encore de la DMT, qui est le principe actif de l'ayahuasca. On qualifie de psychédélique classique. D'accord. Alors, après, il y a quand même une dimension un peu de phénomène de mode. Tu évoquais à l'instant l'ayahuasca. On a l'impression, en fait, que le monde entier s'y intéresse depuis maintenant une dizaine d'années et que c'est un peu de place to be, quoi. Il faut avoir fait sa séquence d'ayahuasca avec son chaman. Pardon, mais bon, il y a même des stars qui disent l'avoir fait, il y a des livres autour de ça. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un phénomène de mode? Il y a complètement un phénomène de mode. Oui, absolument. Vous savez, moi, quand j'étais petit, j'entendais parler de Katmandou, de ces aujourd'hui, c'est plutôt Iquitos ou Tarapoto, ces destinations de tourisme où les gens vont chercher à la fois une expérience mystique et aussi de l'exotisme, et avec une vision aussi romantique des Amérindiens. Mais comment expliquer ce renouveau, là, justement? Parce que, cette expérience mystique, c'est quand même pas rien, le fait d'aller au fond du Pérou, dans une jungle, on entend, mais comment expliquer que ce soit devenu à ce point quelque chose qui, du coup, s'exporte, se raconte? Oui, alors qu'on trouve des champignons dans les pâturages chez nous aussi. Oui, je crois qu'il y a un goût de l'exotisme. Tous à Fontainebleau, ce week-end. Alors, vous ne les trouverez pas nécessairement à Fontainebleau, mais plutôt dans les pâturages où il y a des vaches ou des chevaux. Bon, par rapport à l'ayahuasca, il y a un goût de l'exotisme, il y a l'image fantasmée de l'Amérindien et de sa sagesse millénaire, mais s'il s'agit d'avoir une expérience mystique, il y a d'autres techniques pour les avoir. Et puis il y a aussi des champignons qui poussent chez nous. Par contre, c'est interdit, je suis obligé de... C'est obligé de le dire? Je ne voudrais pas qu'on me reproche. Évidemment. Alors, typiquement, la recherche, comme tu le disais, c'est un peu à peu investi sur ces questions. On sait par exemple que l'Imperial College de Londres a un centre dédié à la recherche sur les psychédéliques qui est budgété à 3 millions d'euros par an. Où est-ce qu'on en est globalement au niveau européen sur ces recherches? Tu évoquais la Suisse, les États-Unis, mais et après? Alors, en République tchèque, il y a un centre de recherche. Et puis, en Angleterre, à part l'Imperial College de Londres, il y a d'autres sites où il y a des hôpitaux qui administrent de la psilocybine à leurs patients. En Suisse, il y a l'hôpital de Bâle qui administre du LSD. Donc ça, c'est contrôlé? Ça veut dire que tu as des autorités médicales qui ont dit « go, vous pouvez le faire ». Oui, en Allemagne, en Espagne. Voilà, ça finira par arriver en France. Oui, alors du coup, ma question en découle. On est à la traîne en France. On était pionniers sur la psilocybine, par exemple. On était aussi pionniers sur la... Enfin, pionniers... En 1958, les premiers essais sur la psilocybine ont eu lieu à l'hôpital Sainte-Anne en France. Bon, finalement, ça n'a pas très bien marché et ils ont abandonné la substance avant même la prohibition. Et pour défendre un peu la recherche en médecine française, ils n'ont pas reçu une formation qui leur explique que ces substances
Oui, mais comment, en fait, un savoir-faire comme celui-là, tu évoques les années 50, a pu autant se perdre? On n'a pas vraiment développé en France, en vérité. D'accord. C'était apparemment beaucoup mieux fait aux États-Unis, en Amérique du Nord, où on prenait en compte l'importance du cadre dans lequel se déroule l'expérience, l'importance d'avoir une présence empathique et bienveillante pour pouvoir avoir l'expérience dans les meilleures conditions possibles. Tandis qu'en France, quand on lit les comptes rendus d'expérience, ou même les personnes qui se sont soumises à l'expérience, par exemple Henri Michaud, le poète Henri Michaud, a fait l'expérience à l'hôpital Sainte-Anne et il était tout à fait... Enfin, il aurait préféré faire ça tout seul chez lui, ce qu'il a finalement fait par après, parce qu'il était scruté par les psychiatres, qui faisaient des commentaires désobligeants. C'est pas la même expérience, Non, voilà, quand l'expérience est désagréable, il n'y a pas vraiment de résultat thérapeutique. Enfin, plus l'expérience est perçue comme positive, plus on a de bons résultats pour soulager les indications dont on parlait. Mais tu dirais quand même qu'en France, on commence un peu à changer de paradigme et qu'on commence à s'intéresser à ces questions? Oui, dans les congrès de psychiatrie, on en parle de plus en plus. Depuis 3-4 ans, le sujet est arrivé et chaque année, on en parle. Et puis avec la Société psychédélique française, il y a différents membres, notamment des médecins, et on parle beaucoup dans les congrès, on cherche à former, on a accompagné la création d'un groupe de travail interhospitalier sur la reprise des essais cliniques. Donc, et ces essais cliniques, justement, cette reprise des essais cliniques, on peut les espérer? Il y a un calendrier? Bon, c'est difficile de vous répondre parce que ça dépend aussi d'autorisation, de financement, mais ça va se produire, c'est inévitable. C'est le sens de l'histoire, quoi. Oui. Il va falloir. Oui. Alors, avant de passer à vos questions, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et on les attend. Je voudrais citer L'Homme Pâle, le rappeur L'Homme Pâle qui, dans son titre Lucie, dit « Si on forçait tous ces petites salopes de dirigeants à prendre de l'ayahuasca, la planète irait mieux. » T'en penses quoi? Je ne leur dirai pas de cette façon. Je pense que j'utiliserai d'autres mots pour leur suggérer de le faire. Merci Vincent. Alors, première question pour toi. Quand est-ce que seront légalisés les champignons hallucinogènes en France? Et en attendant, comment s'en procurer? Voilà, où sont les dealers? On évoquait justement les pâturages. Alors, je ne sais pas quand les champignons seront légalisés. J'espère qu'ils le seront parce qu'ils sont effectivement classés sur la liste des stupéfiants. Et si on en croit l'Office français de lutte contre les drogues et la toxicomanie, ce qui justifie la présence d'une substance sur la liste des stupéfiants, c'est est-ce que c'est dangereux pour la santé publique, et est-ce que ça provoque une dépendance, une pharmacodépendance? Dans les deux cas, pour les psychédéliques, la réponse est non. Donc, en toute logique, ils ne devraient pas être classés sur cette liste. Quand seront-ils déclassés? Ça, je l'ignore. Et comment s'en procurer? Bon, il est interdit d'inciter à l'usage, mais ça pousse. Ça, c'est un fait scientifique. Voilà, quand c'est la saison, oui, c'est peut-être une petite investigation à faire auprès des voisins. Donc, des prairies avec des vaches, des moutons. Quand c'est la saison, ça pousse. Sinon, ça se cultive aussi, mais évidemment, c'est interdit. Par contre, c'est en vente libre aux Pays-Bas. Donc, si vous allez aux Pays-Bas, vous trouverez des boutiques où vous achèterez ces substances. Voilà, allons aux Pays-Bas avec un test PCR, bien entendu. Dernière question de Valentin. Pourquoi l'industrie pharmaceutique est si réticente à utiliser des psychédéliques naturels, ceux forts dont vous avez parlé jusqu'ici, mais aussi le cannabis, par exemple? Alors, le cannabis, moi, je ne le classerais pas dans les psychédéliques. Ça n'a pas le même mode d'action pharmacologique que le LSD, la psilocybine. Mais parfois, on le qualifie de psychédélique aussi. Donc, il y a un peu une querelle sur qu'est-ce qui est psychédélique, qu'est-ce qui n'est pas. Moi, j'ai une définition très stricte qui correspond à un même mode d'action sur le cerveau. Ensuite, la question, c'est pourquoi... C'était les industries pharmaceutiques. Alors, il y a des compagnies qui se sont créées justement pour investir ce marché. Mais pour ce qui est de soigner la dépression, c'est peut-être pas très intéressant pour des marchands de médicaments. Une substance qui vous guérit en 1 à 3 prises, si on la compare à quelque chose qu'on va prendre tous les jours. Ouais, l'antidépresseur est beaucoup plus rentable pour un big pharma, quoi. Voilà, donc il y a d'autres modèles économiques qui vont certainement se développer, comme des cliniques où on ira faire l'expérience, on en ressortira et on ira de temps en temps quand on aura besoin. Peut-être c'est ça qui se profile, mais effectivement, pour quelqu'un qui veut vendre un produit tous les jours, c'est pas... Non, mais bon, il y a un autre marché de toute façon qui se créera, c'est ce que tu nous dis. Il existe déjà avec la prolifération de centres de retraite clandestins et de pseudo-chamans qui administrent la substance. Je suis persuadé qu'actuellement dans Paris, il y a des gens qui prennent de l'ayahuasca, et qui vont vomir dans des seaux tous les autres. Charmant. Bon. Merci Vincent, merci pour toutes ces informations. Je vous rappelle que tout est dans le dossier,
Voilà, la renaissance psychédélique, c'est dans le dernier Ouzbek Erika. Alors, j'imagine que ça vous a tous donné envie de vous faire un petit trip un peu psyché. Bah, c'est normal, hein, nous aussi. Alors non, on ne va pas vous proposer d'utiliser des champis, mais de tester 3 séances de lampes hypnagogiques. Une occasion unique de s'essayer au voyage hallucinatoire, mais confortablement installé dans un fauteuil. Alors, pour tenter votre chance, c'est pas très compliqué. Il vous suffit de participer à notre petite loterie, et c'est sur notre site, bien entendu. On remercie donc Vincent, on remercie Stéphanie pour sa participation à distance. Et tout de suite, parce que vous avez joué le jeu, c'est le résultat de notre jeu concours. Et du coup, notre gagnant s'appelle Stéphane. Stéphane, bravo à toi. Stéphane, tu as gagné le livre de Stéphanie Chaillet, Fantastica. Tu as gagné plein de choses, plein de trucs. Tu vas voir, c'est génial. Tu vas être inondé de cadeaux. Et du coup, on attend de ta part peut-être une petite recension de tous ces livres et de la playlist que tu vas pouvoir écouter. Voilà, merci à tous, merci à nos invités. Vous avez assisté à la première d'ORTF. On espère que vous avez appris plein de trucs, même si vous êtes un pubard amateur de champis hallucinogènes qui passe son temps à explorer le futur. En tout cas, nous, on s'est régalé à préparer et à réaliser cette émission. Un grand merci à tous nos invités, à la prod bien sûr. On se donne rendez-vous dans un futur très proche, vous allez voir, pour une nouvelle émission. En attendant, on se retrouve sur le site d'Ouzbek Erika et d'ici là, écoutez, tentez l'ayahuasca, on y va. Allez, prenez soin de vous.